Chaos debout, histoire de survivants. Épisode 8, Marcos. Ayant été plusieurs fois dans des sex-clubs, c'est vraiment des lieux qui sont à la fois excitants, mystérieux, terrifiants aussi. Il y avait ces espèces de parcours avec des lumières de néon sur les toilettes, cette musique grisante qui vous envahit, qui vous porte. Des sons techno, house music très pointus, donc tout pouvait se passer sur la piste de danse. On pouvait échanger un regard, on pouvait boire un verre, on pouvait danser avec quelqu'un. On pouvait aller au fumoir et draguer quelqu'un et aller coucher avec cette personne quelques mètres plus loin avec l'envie de partager, l'envie de se faire plaisir et l'envie de communier au niveau des corps, au niveau des sensations. On fume, on danse, on boit, on rencontre, on drague, on jouit. Et j'ai toujours cru à une espèce de force qui faisait que rien n'arriverait à m'atteindre. J'ai pris conscience de mon homosexualité très très tôt. J'adorais tout ce qui avait de la couleur. J'adorais tout ce qui se transformait, tout ce qui était chatoyant, tout ce qui était magique. J'adorais dessiner, surtout des femmes, surtout des princesses, surtout des héroïnes. J'avais très peu d'attrait par rapport aux jouets de garçons. Et j'avais l'avantage d'avoir une sœur qui me permettait secrètement de pouvoir m'adonner et m'abandonner à mes passions de jouets, comme les petits poneys par exemple. Et c'est ce qui m'a fait me poser des questions. Et puis le regard que j'ai porté très tôt sur certains hommes. Alors à cette époque-là, je peux pas parler forcément de désir ou de séduction, mais de l'admiration. Ça, c'était plutôt l'âge de 7-8 ans. Mais qui es-tu? Parle! Je suis Iki, le chevalier phénix. La chaleur de tes flammes m'a ranimé. À présent, une deuxième vie s'offre à moi. Lorsque j'ai fait mon coming out, j'étais en seconde au lycée. J'en ai parlé à certains de mes amis pour essayer déjà de déculpabiliser, de confier mon lourd secret. Ça s'est plutôt bien passé. Et j'en ai absolument pas parlé à ma famille. Avec mon frère, on avait une relation qui n'était pas celle que j'ai aujourd'hui et qui était plutôt compliquée, agressive, ce qui peut arriver entre deux frères. Il a récolté certains indices. J'avais les oreilles percées, je me décolorais les cheveux, je portais un t-shirt marin, un peu à la Jean-Paul Gaultier. Mon frère est allé voir ma mère en lui disant « il est homosexuel ». Et je me suis retrouvé face à ma mère désemparée en me demandant de jurer sur sa vie si j'étais homosexuel ou pas. J'avais 19 ans et c'est très naïf et assez drôle. J'ai croisé les doigts dans mon dos et je lui ai dit « oui, je te jure, je ne suis pas homosexuel ». Je pense que toute personne, peut-être de ma génération, qui fait son coming out, a peur du rejet, a peur de déstabiliser les relations et a peur de ne plus être accepté tel qu'il est. J'ai des amis merveilleux qui ont continué à m'aimer pour ce que j'étais. Dans ma famille, on l'a su et puis on est passé à autre chose. Comme je ne ramenais jamais aucune conquête, finalement, le concept d'homosexualité est resté abstrait très longtemps. En fait, j'ai eu une première histoire d'amour. J'ai eu la chance de le présenter à mes amis et à ma famille. C'était merveilleux. On a vraiment l'impression d'embrasser réellement ce qu'on est, de vivre intensément et pleinement son premier rapport sexuel, son premier coup de cœur, son premier amour. Et puis ça s'est arrêté et j'en ai énormément souffert. J'ai pris la décision de partir à Paris. En tant qu'homosexuel, à Paris, on rencontre des partenaires via des applications. J'ai eu quelques dates. J'ai rencontré aussi des garçons dans des bars, à l'extérieur, mais la plupart de mes rencontres se sont faites d'abord sur les réseaux, avec
certaines désillusions. J'ai compris le mode opératoire finalement des applications qui est la rencontre pour la rencontre. On peut coucher juste pour coucher et passer à autre chose. Et la vie continue. Mec Paris, actif, 1m75, On discutait en live. 46 ans, facile, versatile, je suis très curieux, joueur, j'aime apprendre dans tous les domaines. J'ai eu des coups de cœur, j'ai eu de belles rencontres, d'autres un petit peu moins flamboyantes, mais en tout cas j'ai vécu cette période avec beaucoup d'excitation à tout niveau, intellectuel, physique, sexuel. En tout cas qui répondait à un espèce de besoin que j'avais et qui était très exaltant. Que le spectacle commence, Synergie. J'ai jamais considéré la sexualité comme un exutoire pour se punir. J'ai toujours envisagé la sexualité comme quelque chose de récréatif, de joyeux, et j'ai peut-être quelque part le goût du risque, mais pas un risque morbide. J'ai toujours été un espèce d'Indiana Jones du sexe. J'ai un côté où rien ne me fait peur. Je peux très bien partir à 1h du matin et aller dans un endroit limite un petit peu effrayant. Je ne suis pas quelqu'un de frêle et de chétif, ce qui me permet de me retrouver dans certaines situations où d'autres auraient peur. Moi, au contraire, ça m'excite. J'ai été un soir en boîte de nuit. C'était à l'approche de mes 30 ans. J'ai beaucoup bu. J'ai rencontré un garçon. J'étais pleinement conscient de ce que je faisais malgré l'alcool et j'ai eu un rapport non protégé avec lui et ça ne m'a posé aucun problème. Et je n'ai pas décidé de m'arrêter. J'avais eu précédemment déjà des rapports sexuels non protégés avec cette épée de Damoclès. Lorsqu'on va faire son test et sa prise de sang, on a toujours une espèce de flip terrible, à savoir que je savais ce que j'avais fait et je n'étais pas tranquille en ce qui concerne mes résultats. J'étais sur mon lieu de travail en plein mois d'août. Il faisait extrêmement chaud et d'un coup j'ai eu comme une grippe fulgurante. Ça s'est passé d'une seconde à l'autre. J'étais derrière mon ordinateur, d'un coup mes yeux, j'ai eu l'impression d'envoyer des lasers et mes yeux étaient brûlants. J'ai eu toutes les peines du monde à rentrer chez moi, tellement j'ai été dans un état physique lamentable. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Pendant 2 jours, j'ai été gelé dans mon lit sous une couette alors qu'il faisait une chaleur écrasante. Je pense que ça a été entre 10 et 15 jours après le rapport. J'ai pas fait le rapprochement au début, ce qui est le processus de séroconversion qui fait que l'organisme est attaqué et se défend. En fait, cette grippe après passe, on oublie. Et puis en fait, j'ai fait des tests puisque j'avais contracté une MST. J'ai été voir un médecin qui m'a délivré une ordonnance et je l'ai appelé pour les résultats. Lorsque j'ai eu le médecin au téléphone, il me dit « Ah, mais vous m'appelez pour votre séropositivité ». Et sur le coup, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à associer la voix du médecin et les mots. Je lui demande de répéter plusieurs fois et il me dit qu'il est désolé, pensant que j'étais au courant. Et il raccroche. Normalement, lorsqu'on apprend la séropositivité d'un patient, on le convoque, on le prend à part, on discute, c'est le chef du laboratoire qui s'en occupe. Là, j'ai eu ça de façon violente au téléphone, balancé à 10h du mat. Désolé monsieur, bonne journée. Voilà. J'ai été dans le salon de mon appartement et comme dans un mauvais cartoon, j'ai vu les couleurs fondre et tout se transformer en noir et blanc. Maintenant, Synergie, le spectacle est terminé. Je me dis comment je peux annoncer aux gens que j'aime que je vais bientôt mourir. Sachant qu'à l'époque, la photographie médicale de la séropositivité n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y avait des traitements, mais des traitements assez lourds. La PrEP n'existait pas et pour moi, du fait de mon manque d'informations certainement sur la maladie, pour moi, VIH égale mort. J'appelle mes amis pour leur dire ce qui se passe, qui étaient catastrophés, qui ont compris ce qui m'arrivait, qui ont essayé de me rassurer, mais là, ça a commencé à être très compliqué. J'ai développé certaines phobies, la peur que le soleil se couche. Et quand la nuit arrivait, j'avais peur de ne plus revoir le jour se lever. Et c'était terrifiant. La tombée de la nuit, pour moi, correspondait à la mort.
Et j'avais très très peur à ce moment-là. J'ai tué pendant pas mal de temps ma séropositivité et c'était une telle souffrance en moi que j'ai fini par le partager avec ma famille. Et muré dans la honte, j'ai décidé de construire une histoire dans laquelle j'étais victime. L'histoire que je racontais à ma famille, c'était que j'avais rencontré une personne qui ne m'avait pas révélé sa séropositivité, qui m'a manipulé. En fait, j'ai créé un personnage qui pouvait répondre à pourquoi, tout en préservant l'image qu'a ma famille de moi. En aucun cas, j'aurais pu assumer ma responsabilité face à mes proches. Donc j'ai préféré raconter l'histoire du gentil garçon qui se fait abuser par une personne pleinement consciente de ce qu'elle a. Il y avait un voile, il y avait quelque chose d'irrationnel et je pensais être protégé parce que je ne me droguais pas et je m'identifiais pas du tout à ces personnes-là. Et donc pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver. C'est extrêmement naïf. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique. Je détiens la force toute puissante. J'en ai parlé à mon frère, j'en ai parlé à ma sœur. Ça a été assez éprouvant. Ma mère, je n'ai pas pu lui dire. Je l'ai préservée pendant des mois et des mois. On s'appelle régulièrement et je lui ai dit je vais me faire opérer. Et puis finalement, le fait de cette opération pour cette MST me permettait de lâcher prise et de pouvoir pleurer. Mais je pleurais non pas pour cette MST, mais pour ma séropositivité. Et puis petit à petit, c'était trop lourd pour moi. Je lui ai dit que j'avais un problème avec mon sang. Et ma mère était dans l'ignorance de tout ça. Et elle s'est renseignée. Moi, je n'ai jamais eu le courage de lui dire le mot. Et c'est elle qui m'a dit « Tu es séropositif ». J'ai une mère extraordinaire qui a été terrassée, terrifiée. Elle a gardé ça pour elle et elle m'a aidé. Elle m'a aidé en étant hyper forte. Et elle m'a dit « Pleurer, ça ne sert à rien. Je suis là, je t'accompagne ». Ma mère est très croyante. C'était une très belle journée. Et puis on a décidé de faire un chemin à deux, rocailleux, un chemin qui s'appelle le chemin du Calvaire. À chaque station, elle s'est arrêtée. Puis elle m'a dit « Je te bénis, je te protège, mon fils ». Et on est arrivé au sommet d'une église, entouré d'oliviers, avec un soleil merveilleux. Et elle me dit « Je suis à tes côtés, je ne te lâche pas, ça va aller ». C'était une annonce tellement éprouvante et bouleversante que j'ai été voir un psychothérapeute qui m'a aidé parce que j'avais rencontré un garçon à l'époque. On est tombé amoureux. Je ne lui ai pas parlé de maladie. Je l'ai tué pendant des mois et des mois, terrifié de devoir révéler ce que je portais en moi. La personne à l'époque n'était pas du tout renseignée sur les modes de contamination, sur le VIH. Et un jour, on a eu une discussion et elle m'a dit « Moi, un séropositif, je lui donne même pas l'heure ». Ce qui est terrible, on ne sait pas quand exactement parler de la maladie. Est-ce qu'il faut le dire d'emblée ? Est-ce qu'il faut laisser la relation prendre corps pour amorcer quelque part l'attachement à l'autre et se dire une fois que les sentiments sont là, tu peux révéler ta maladie, on t'abandonnera pas pour ça. Je me souviens qu'à cette époque, en tout cas, il était très difficile et angoissant de se dire tiens, je rencontre quelqu'un, ça se passe bien. À quel moment il va falloir que je gâche le début de la relation en révélant mon statut sérologique. Je m'enfermais dans un mensonge à mesure que les sentiments se développaient, avec la culpabilité de se dire j'ai des rapports sexuels avec cette personne. Nous avions bien entendu des rapports protégés et j'ai préféré rompre. La personne n'a pas compris ce qui se passait. J'ai fini par lui dire que j'avais un problème au niveau du sang, je n'arrivais pas à dire le mot séropositif. Il a fini par le comprendre, le savoir, et il m'a dit « Moi, j'abandonne pas l'homme que j'aime ». Moi, j'ai pris cette phrase avec beaucoup d'amour, ça m'a énormément touché, ça m'a rassuré aussi, mais nous avions quand même des problèmes de compatibilité, de couple, et puis finalement, on a décidé de rompre, et on est quand même restés amis, on s'est quand même revus.
Il est resté beaucoup d'affection entre nous. Et je trouve qu'il a une réaction très humaine. J'ai été faire des examens supplémentaires. Et à ce moment-là, j'ai vu une responsable de labo qui a été super, qui m'a renseigné, qui m'a calmé, qui a aussi dédramatisé tout ça en m'orientant vers un médecin traitant spécialisé. Donc la parole a pu se libérer. Nous avions trouvé le moyen de guérir toutes les maladies en utilisant la propre énergie contenue dans l'Olympe. L'énergie de l'Olympe. J'ai eu la chance d'être patient contrôleur, ce qui m'a aidé à tenir debout. Ma charge virale était indétectable. Le virus présent dans mon organisme, pour l'instant, ne se propageait pas et ne pouvait pas être contaminant sur d'autres partenaires. Puisque tout allait bien, je ne prenais pas de traitement, mis à part me protéger avec un partenaire, comme il est l'usage de faire, je n'avais pas de rapport concret à la séropositivité. Donc, je ne me sentais pas malade. Dans le cercle intime, ça a été terrible. J'ai partagé ma fourchette avec un membre de ma famille, alors que j'avais un bouton de fièvre. Donc on m'a rappelé de façon très violente ma maladie, en me disant que j'étais quelqu'un d'inconscient, qui était vecteur de quelque chose d'extrêmement grave. Je me suis excusé. Je me suis excusé en promettant de ne pas recommencer, de faire attention. En tout cas, croire que de partager sa fourchette, de partager un verre, de partager des serviettes, c'est vecteur de transmission du VIH, ça c'est de l'ignorance. Ça a été extrêmement violent pour moi. Ce qui me met en colère aujourd'hui, c'est le sentiment de rejet. Le sentiment que certaines personnes, certains garçons, certaines filles aussi, peuvent être rejetés par leur famille pour leur orientation sexuelle et pour la maladie. On a une avancée sur les traitements, on vous dit vous êtes comme tout le monde, on vous intègre à la société, vous vivez comme tout le monde. Ah non, on vous repointe du doigt, ah mais vous êtes malade. C'est la maladie de la honte, parce que de toute manière, si tu l'as, c'est que tu as péché quelque part. On va dire, j'ai eu un cancer, quel qu'il soit, ah ok, c'est tragique. On te dit, tu as le VIH, ah, il y a forcément une imagerie, consciente ou inconsciente, qui vient s'apposer à ça. Et si tu as le VIH aujourd'hui, c'est que tu l'as cherché, c'est relatif à la sexualité, donc c'est pour ça que c'est aussi la maladie de la honte. Il y a quelques années, j'ai été voir un chirurgien en vue d'une opération esthétique. J'ai eu rendez-vous dans son cabinet et il y a un questionnaire préalable à remplir. S'il y a des maladies spécifiques à déclarer, comme la séropositivité, j'en fais état. J'ai eu rendez-vous avec ce chirurgien qui m'a reçu dans son bureau, parlant d'art, etc. Et je lui ai posé la question s'il avait bien lu tout mon dossier. Là, il reprend mon dossier et d'un coup, le ton change. Il me dit « Ah, je vois que vous êtes séropositif. » Il m'a dit « Bon, il va falloir que je vous demande une prime de risque pour l'opération. Donc en fait, le devis a changé parce que je suis séropositif. » Donc je me suis senti terriblement sali, discriminé, et je suis parti. J'ai été me faire opérer dans le milieu hospitalier et j'ai parlé de cette mésaventure et on m'a dit mais enfin il y a un protocole médical à suivre pour tout le monde. Nous on opère des personnes séropositives, on met des gants, il y a un traitement préventif, il y a ce qu'il faut, en tout cas on est formé à ça. Et on demande en aucun cas une prime de risque pour opérer une personne séropositive. La discrimination me met terriblement en colère. La discrimination en général va de pair avec la méconnaissance et l'ignorance, et finalement quelque part avec le désir pervers de faire encore plus de mal que ce que l'on ressent déjà. Ça me met profondément en colère. Ce qui me donne de l'espoir, c'est l'ouverture d'esprit, le progrès, les traitements qui arrivent. Depuis une dizaine d'années, je suis sous traitement, proposé par mon médecin. Ça me permet de continuer à vivre normalement et les traitements qui sont quand même assez légers aujourd'hui me permettent de continuer à garder ma charge virale indétectable avec ma séropositivité non contagieuse sans avoir d'effets secondaires. Aujourd'hui, le fait de prendre un traitement, ça ne se voit pas physiquement. On prend un cachet tous les jours. Sans être cloué au lit, sans avoir de lipodystrophie, sans avoir de stigmates physiques, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.
du fait de la toxicité des traitements qui laissaient des séquelles physiques aussi et qui disaient « Ah, cette personne, elle est séropositive ». Parce que ça se voit physiquement. Mais bien sûr, ce truc-là est présent, c'est obligé que ça ait une place. C'est pas négligeable. On n'est pas en train de dire j'ai une rougeole ou j'ai de l'eczéma. On a quand même une maladie à ce jour qui est incurable, qui peut se transmettre. Donc on a un devoir moral aussi par rapport à ça. On peut pas le taire, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Je préfère dorénavant le dire très rapidement, parce que c'est un engagement que j'ai fait avec moi-même, qui est que à terme, ma maladie, quelque part, je cultive cette honte, et il est hors de question d'avoir honte d'être séropositif. Lorsque j'ai rencontré des partenaires occasionnels et que j'ai décidé de parler de ma maladie, la plupart des réponses étaient « je préfère avoir un rapport avec une personne séropositive qui connaît sa charge virale et qui se traite, plutôt qu'une personne qui n'est pas au courant de son statut sérologique et ne fait pas ses tests régulièrement ». J'ai eu des partenaires aussi séropositifs. J'ai été en couple avec longtemps, avec un garçon merveilleux, lui aussi séropositif, qui me l'a dit avec simplicité. Et j'ai ri en lui disant « bah t'inquiète pas, moi aussi ». Donc ça nous a fait rire et ça nous a rapprochés. Quelque part, c'était aussi un soulagement, même si, bien entendu, il faut rester vigilant. Mais en tout cas, par rapport à l'amour, j'y crois toujours, j'y ai toujours cru. Aujourd'hui, je suis dans une relation stable, avec un partenaire que j'aime. Je suis avec un partenaire qui est séronégatif et moi séropositif, ce que l'on appelle un couple sérodiscordant. Je lui dis simplement « j'ai quelque chose à te dire, je suis séropositif », tout simplement. Ouais, je dis très tôt parce que je savais qu'on en allait se connecter. Ça a été accueilli, on en a parlé, et finalement tout va bien. Faut savoir se pardonner ce qui nous arrive. Finalement, je me suis débarrassé de cette culpabilité en me disant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non. J'ai appris à m'accepter tel que j'étais, dans mes excès, qui font partie de moi, dans ma maladie. Je me suis complètement réconcilié avec moi. Je suis en paix avec moi-même et je suis heureux de ce que je suis. J'ai toujours envie d'expérience, j'ai toujours envie de nouveautés, j'ai toujours envie de me dépasser. J'ai toujours envie d'aimer intensément, de faire confiance, de partager. Je me suis toujours dit que je pouvais être heureux malgré la maladie, je n'ai jamais perdu confiance. Quant à la mort, je n'ai plus ces phobies, la peur de la nuit. Je me rends compte, lorsque je vais en soirée et que je m'amuse, je déteste voir le jour se lever. Et je déteste voir l'aurore et je préfère aller me coucher en pleine nuit. Que l'espoir ne nous abandonne jamais. Restons unis, mes enfants. Ayons confiance. Ensemble, nous vaincrons et nous sortirons de l'Olympe. Je vous en donne ma parole d'honneur. Chaos debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Déborah Znati, mixage Benoît Dame et Jérémy Jones. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.